Jean-Grégoire parlait de marathon en ce qui nous concerne. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons une journée assez conséquente. On parlera de libération sous toutes ses formes. Quant à Claude, ben, il est aussi dans un marathon, à la fois chez nous, mais dans tout ce qu'il a proposé pendant ce long week-end intitulé Journée chinoise. Je ne me trompe pas. On est Oui, bien oui, dans le tout week-end à fait, tout à chinois. fait. Alors, peut-être un petit mot sur le déroulement de ces journées chinoises. Euh, Comment est venue cette idée? Ce n'est pas d'hier, c'est d'avant-hier, je présume, puisque ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Oui, ben en fait, moi, comme on sait, je suis très, très attiré par des cultures d'autres pays et particulièrement, j'ai une sensibilité un peu orientée vers l'Est, justement. Et donc, par conséquent, j'avais été invité l'année dernière à donner des cours à Shanghai, à donner des masterclass de composition et de réflexion sur la musique de notre temps. Et donc, par conséquent, je me suis dit, pourquoi pas imaginer des relations, des échanges entre le conservatoire de Shanghai et puis le conservatoire de Mons, dans lequel j'enseigne la composition déjà maintenant depuis presque 25 ans. J'ai commencé en 92, donc ça date. Et donc, par conséquent, bon, je me suis dit, on n'a pas vraiment à rougir, parce que le conservatoire de Mons est peut-être un petit conservatoire en nombre, mais quand même, au niveau de la qualité, il y a un nombre assez conséquent de compositeurs qui y enseignent. Il y a des compositeurs fantastiques qui sont sortis de ce conservatoire. Donc, par conséquent, risquons. Vous savez, le conservatoire de Shanghai, c'est l'équivalent de 3 fois le conservatoire de Paris, pour vous donner un peu une idée. Donc, il y a 10 professeurs de composition, là où à Paris, il y en a 3, et à Mons, il y en a 2. Donc, moi et Denis Pousseur, par rapport aux musiques appliquées, moi, je donne cours de musique, musique instrumentale et musique mixte. Donc, par conséquent, il y a voilà, un peu une sorte de disproportion au niveau taille, mais je voulais démontrer qu'il y a moyen de travailler sur la qualité et de provoquer justement des échanges assez surprenants. Et au départ, j'avais proposé à un compositeur de venir, en l'occurrence Wendy Ching, qui est un ami que je connais depuis pas mal d'années. Et aussi, je lui avais demandé d'être accompagné par des instrumentistes qui jouaient des instruments traditionnels chinois, de manière à susciter un peu une émulation chez nos étudiants du conservatoire de Mons, à Rocaré maintenant. Et de fil en aiguille, il a fini par me proposer de venir avec le Shanghai Sinfonietta, ce qui me semblait un peu fou au départ, et dans le sens que la Chine pour le moment fait un effort de promotion assez conséquent au niveau de leur culture, et tente justement de montrer la richesse de leur culture à travers toute une série de manifestations dans le monde entier. Et ils ont un budget évidemment faramineux, c'est exactement le contraire de nous. Et donc il me dit, ben voilà, je viens avec le Shanghai Sinfonietta, je paye le voyage, les musiciens viennent jouer gratuitement. En contrepartie, hein, il y a le logement, il y a aussi l'hébergement, la nourriture. Euh, et donc, par conséquent, moi, j'ai commencé à réfléchir en me disant comment on va un petit peu jouer le jeu avec le conservatoire. Oui, mais s'il y a des concerts, il faut trouver des coproducteurs. Donc, à Mons, j'ai trouvé une coproduction avec le manège Mons. Et le concert a eu lieu hier. Et pour aujourd'hui, nous avons fait une coproduction entre Art au Carré et Marie-Christine Écrepon, qui se trouve d'ailleurs ici présente, le Sangor, qui proposera donc le deuxième concert du Shanghai Sinfonietta ce soir à Bruxelles, avec beaucoup de bonheur, bien évidemment. C'est beaucoup de travail aussi, mais enfin, voilà, l'occasion est lancée pour que la nouvelle génération, je dirais belge, découvre cette nouvelle génération ou cette génération de jeunes musiciens, parce que le conservatoire de Shanghai envoie évidemment ce Shanghai Sinfonietta. Ce sont des jeunes musiciens, c'est fantastique. Donc c'est une rencontre aussi de jeunesse qui est proposée à travers ces événements. Alors voilà, ça a eu lieu. Tu parles de rencontres, d'échanges. Moi, je parle d'hybridation. Est-ce que, quelque part, tout ça peut être regroupé sous le label hybridation? Rencontre, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui, la rencontre. C'était un de mes professeurs, c'était Giorgi Ligeti, avec lequel je me suis beaucoup disputé d'ailleurs. C'était quelqu'un d'insupportable en tant que pédagogue, mais c'était quelqu'un de magique lorsqu'il se mettait à penser, qu'il échangeait ses pensées. Et Ligeti me disait cette chose qui m'a conforté, parce que c'était ce que je pensais aussi. Il me disait, le 21e siècle, en musique contemporaine en tout cas, ne pourra pas faire l'économie des musiques des autres cultures.
Bon, il a montré par lui-même l'intérêt des musiques pygmées, son intérêt pour les musiques des gamelans, etc. Ça se retrouve évidemment dans sa propre musique, ça a permis de dynamiser sa création. Et moi, ça m'a touché. Donc par conséquent, je me suis dit, allons dans ce sens-là, ça me conforte, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Maintenant, hybridation, crossover, etc. C'est vrai que ces rencontres peuvent prendre des formes extrêmement diverses, évidemment. Et là, on en vient évidemment au fait que si on parle de musique, si on parle d'art, on parle évidemment de subjectivité. On ne peut pas y passer, on peut pas passer à côté de cette subjectivité. Elle fait partie de notre monde. Et je crois que chacun va avoir évidemment sa vision très subjective de ce que c'est la rencontre. On pourra parler de l'hybridation, on pourra parler de ce crossover, etc. Mais je crois que chaque personne aura quelque part son avis. On peut peut-être théoriser, certains universitaires vont peut-être tenter de théoriser, mais les artistes ne théorisent pas. Et donc on peut parler de crossover, mais pour un artiste, c'est pas un concept pur, bien défini. C'est quelque chose d'extrêmement fluctuant en fonction de sa propre subjectivité. Mais précisément, quand on parle d'hybridation, est-ce que nous ne sommes pas quelque part dans l'obligation de constituer quelque chose de neuf, un langage neuf, sur base de ces fameuses rencontres, sur base de ces métissages, quand on fait se rencontrer deux cultures différentes, comme c'est votre cas, Orient-Occident? Alors, j'ai envie de... Tu parles de métissage, là. J'ai envie de faire une petite référence. J'en ai parlé à la radio récemment, mais c'était Kidjo, la chanteuse africaine, qui disait qu'elle se méfiait du métissage parce qu'elle parlait. Elle fait une très très belle métaphore en disant imaginez finalement un métissage d'une chevelure africaine, déjà avec ses propriétés, une mèche de cheveux africaine et puis une mèche de cheveux européenne blonde par exemple, et vous tentez de faire vous tentez de les mixer. Donc vous allez faire une sorte de tresse, même très sophistiquée. Et elle disait ceci qui est quand même assez troublant. Elle disait oui, mais de toute manière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous verrez toujours quelle est la part de cheveux qui provient de cette chevelure blonde et quelle est la part de cheveux qui proviennent de cette chevelure africaine. Parce que c'est pas la même texture, parce que c'est pas la même couleur, et ils n'arriveront jamais à fusionner. Et pour elle, c'est un peu le danger du métissage. C'est de mettre quelque chose qui tente de coexister, mais qui va donner peut-être une autre configuration, une autre perspective. Mais on verra toujours ce qui est blanc, on verra ce qui est noir. Par contre, je suis très touché par la pensée d'Edgar Morin. Et Edgar Morin disait ceci. Et en cela, il rejoint aussi Lévi-Strauss, qui a été quelqu'un qui est pour moi extrêmement important. J'en parle souvent, mais on pourra y revenir. Mais par rapport à Morin, il y a cette idée de la pensée complexe qui est fantastique, parce que pour moi, il donne la solution. Il nous dit, la pensée complexe, finalement, c'est pas de la pensée compliquée. La pensée complexe, c'est vous prenez un objet A, vous prenez un objet B, et il y a un traitement de A avec B qui fait qu'à un moment donné, il y a C qui émerge. Il y a dans la pensée complexe peut-être des choses simples, A et B est très simple, et il y a une complexité qui va créer une émergence, un élément C. Et cet élément C, il n'est absolument pas réductible à A ou à B. Et là, nous sommes vraiment dans l'hybridation. C'est-à-dire, dans cette qualité, tu parles de la nouveauté, c'est cette émergence, cette manière d'offrir quelque chose qui n'est pas réductible à un élément élémentaire. Je pense par exemple au quatuor Bella qui avait travaillé avec des griots du Mali. Et ils sont allés, justement, ce quatuor à cordes est allé au Mali pour travailler avec le griot. Pourquoi ? Pour comprendre les techniques d'articulation, comment il articule une phrase musicale. Qu'est-ce que c'est une phrase musicale pour la pensée d'un griot africain ? Et puis donc ils ont essayé d'assimiler finalement cette manière de fonctionner. Et de même le griot africain est venu travailler avec eux pour voir comment eux pensent la musique, comment ils réfléchissent. Et finalement ils ont créé un concept, enfin ils ont réussi à trouver une proposition musicale qui n'a rien à voir avec la musique d'aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec la musique africaine. C'est quelque chose d'autre. Dans ton raisonnement, quelle est la place de l'identité des deux matériaux Orient-Occident qui sont métissés, qui se retrouvent sous une forme hybride? Est-ce que je peux faire entendre un petit quelque chose? Absolument. Par rapport à cette idée d'hybridation, j'aimerais bien vous faire entendre un petit extrait
d'une pièce que j'ai écrite en 2012. C'est mon concerto pour clarinette qui s'appelle Aïl, qui veut dire autre en arménien. Bon, on va être un peu aussi en Orient, Moyen-Orient. C'est une pièce que j'ai écrite d'abord en relation avec des discussions que j'ai eues avec des amis arméniens qui me touchent beaucoup, qui est Aïda Kazarian, que vous connaissez, qui probablement qui est une artiste plasticienne fantastique, ou Laurence Mikitarian, qui est une pianiste merveilleuse, et qui partage justement une volonté d'ouverture au monde, de réflexion. C'est finalement qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, comment peut-on agir. Par exemple, Laurence Mikitarian est allée en Palestine pour essayer de promouvoir quelque chose, de créer un mouvement. Hein. C'est osé, il faut le faire. Voilà, ce sont des conditions parfois difficiles. Il faut aller à la rencontre de l'autre. C'est pas toujours facile, évidemment. Et puis, donc, j'avais envie de parler un peu de cette problématique arménienne aussi, puisque vous savez, il y a le génocide qui n'est pas reconnu par la Turquie, il y a des problèmes politiques. Et je trouvais très intéressant dans cette réflexion sur la politique, dans le sens que la musique participe aussi de cet univers politique. Et en Arménie, s'il y a bien un instrument qui est spécifique de la pensée musicale arménienne, c'est le doudouk, qui est une sorte d'instrument à hanches très doux, très, très beau, très expressif quand même dans sa proposition. Et puis, à la même période, j'écoutais le rap, le fameux rap tunisien, qui était un petit peu à la base des fameuses révolutions du printemps arabe ou du printemps tunisien. Et c'est aussi une musique de revendication très forte. J'aimais beaucoup ça parce que, d'ailleurs j'en ai encore pour le moment, il y a des raps algériens. C'est très intéressant parce qu'ils retrouvent vraiment la racine du rap, c'est-à-dire la revendication. Maintenant le rap américain est devenu très commercial, malheureusement, mais le rap tel qu'il est pratiqué dans ces pays, on retrouve vraiment la revendication. Il y a une énergie, il y a une force. Et le son propulse évidemment ce message. Je dirais le son est déjà un message en lui-même. On n'a pas besoin de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. On sent qu'il y a une force de revendication qui se trouve derrière leurs propositions. Et je me suis dit, tiens, voilà, comment on pourrait trouver une forme qui permette de montrer ma manière de penser, la manière de penser du rap arabe, la manière de penser du doudouk arménien. Comment on pourrait faire une émergence, selon le mot d'Edgar Morin? Comment créer une émergence, une pensée complexe qui en même temps soit très simple? Et j'ai imaginé utiliser ma connaissance de compositeur occidental, peut être aussi une connaissance artisanale, technologique, et j'utilise souvent des outils de métissage sonore, d'hybridation sonore. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une synthèse croisée. Vous prenez un objet A, un objet sonore A, un objet sonore B, et avec un outil de manipulation informatique, vous prenez une qualité, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez comprendre les qualités, vous allez prendre certaines qualités d'un son A, et vous allez prendre ces qualités et vous allez le porter sur le son B. Et donc, par conséquent, ce son B va être complètement transfiguré par les qualités du son A. Et j'ai tenté de transformer... j'ai écrit ce concerto pour Jean-Luc Votano, qui est un merveilleux clarinettiste. Alors, on a emprunté un doudouk à Laurence Mikitarian, justement. Il a joué, il a travaillé le doudouk, c'était fantastique, pour voir comment il pouvait jouer la clarinette en fonction de ce qu'il avait découvert sur le doudouk. Et à la fin de la pièce, j'ai imaginé quelque chose de particulier, parce que c'est une pièce pour clarinette et orchestre. Ce que le public ne sait pas, c'est qu'il y a de l'électronique aussi. Et donc, le son de l'orchestre, il y a des choses bizarres qui se passent dans l'orchestre, mais on ne se rend pas compte que c'est l'électronique qui transforme ça. Et à la fin, je voulais jouer sur l'illusion. J'ai demandé à Jean-Luc Votano de tenir un son pendant 3 minutes. C'est pas une mince affaire pour un clarinettiste non-stop, ce qu'on appelle un son circulaire, et un son continu. Et donc, et pendant qu'il fait ce son, je diffuse ces fameuses synthèses croisées, ces sons que j'ai réussi à obtenir qui mixent les qualités d'un doudouk avec les qualités de la musique électrique finalement arabe tunisienne. D'abord, la chose c'était très intéressant parce que le public ne savait pas qu'il y avait de la musique électronique, et puis les gens dans le public ont été bluffés. C'est-à-dire, tout le monde m'a dit, mais comment il fait ce clarinettiste? C'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est complètement fou. Mais on ne peut pas faire ça avec une clarinette, mais c'est quand même lui qui joue. Donc il y a une sorte de paradoxe au niveau du public, c'est que le public n'a pas compris ce qui se passait. Donc il y a une sorte d'émerveillement. Ça, c'est déjà arriver à émerveiller les personnes, ça c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est justement cette hybridation. Ce que je trouve, je vais vous faire entendre cette fin. Donc vous allez entendre un orchestre un peu fouillis qui va disparaître, et puis le clarinettiste tout seul, et puis le son de synthèse va apparaître.
Et ce que je trouve extraordinaire par rapport à cette idée d'hybridation, c'est qu'évidemment, c'est un outil technologique. Et donc, on travaille sur des techniques, on travaille sur des qualités, sur des concepts, si on veut. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, c'est que on hybride aussi la qualité expressive. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est qu'il y a, évidemment, derrière tout son, il y a une expressivité qui est liée à la revendication, à l'émotion. Le son est porteur d'émotion, est porteur de sens. Et donc, par conséquent, en travaillant sur l'hybridation, c'est pas seulement une hybridation du timbre, de la couleur des instruments utilisés, mais c'est aussi une hybridation de l'expression. Et c'est très étrange ce qui apparaît, parce que finalement, vous sentez qu'il y a cette émotion du doudouk qui apparaît, qui est liée, qui sous-tend le doudouk, parce que c'est une musique nostalgique qui vous prend dans les tripes, dans le cœur, etc. Et qui est mixée avec la force de cette musique électrique, voilà, tordue, de la distorsion. Et vous avez ces deux émotions qui s'hybrident aussi. Pas seulement le son, mais les émotions qui sont hybridées. Et puis vous avez ce clarinettiste qui tient sa note aussi derrière et qui nous propose encore une troisième idée, celle d'un temps immuable sur lequel peuvent s'inscrire le voyage de nos émotions. Et là, pour moi, nous sommes en pleine hybridation. Je propose peut-être d'écouter cette fin. Ça fait 3 minutes. Qui est là. Voilà, petit extrait d'hybridation et musicale, et pour moi aussi d'émotion. Ici, si je ne me trompe pas, nous sommes bien dans le concept d'autre chose, l'altra causa, comme tu le définis si bien. C'est quoi précisément cet altra causa? Altra causa, c'est vraiment le... J'aime bien parce que en italien, ça veut dire... Je crois que nous avons Daniel, qui est un ami italien, il pourra confirmer ou infirmer, mais dans le sens que je le ressens, c'est il y a autre chose, mais aussi d'autres causes. Et donc, par conséquent, autre chose, parce qu'il y a une rencontre, évidemment, voir d'autres personnes,
d'autres cultures, mais d'autres causes aussi. C'est parce que la musique participe aussi d'un sens dans notre société. C'est-à-dire, on a envie de dire quelque chose sur notre société. Moi, je me sens comme compositeur engagé, comme artiste engagé. J'ai envie d'être... Je ne suis pas politicien, donc, mais j'ai envie de parler du monde dans lequel j'agis et des problèmes aussi du monde dans lequel nous vivons. L'Arménie, la musique arabe. Si on parle de la Chine, c'est pas seulement sur le problème de la belle musique chinoise telle qu'on peut se le représenter aussi, c'est le problème du voyage, des émotions. Ce que j'ai envie de dire par rapport à cette Altra Cosa, c'est le fait que au départ, à l'origine, est la rencontre. D'ailleurs, si nous sommes nés, c'est parce qu'à l'origine, il y a une rencontre. Donc, autant étendre la rencontre à notre monde, parce que c'était Lévi-Strauss qui disait finalement le XXIe siècle, quelle sera la caractéristique du XXIe siècle, c'est qu'il sera extrêmement diversifié, évidemment, avec ce paradoxe qu'en même temps il est très diversifié, et c'est vrai que les routes de migration maintenant sont devenues invraisemblables, très rapides. Avant il fallait un mois pour aller au Japon, maintenant en 10 heures on est au Japon. Donc il y a des voyages qui sont évidemment extrêmement rapides, les migrations de pensée sont extrêmement rapides. Et Lévi-Strauss disait, ce qui est important maintenant c'est de trouver justement du sens dans ces chemins, entre ces chemins. Ça aussi, c'est quelque chose qui me bouscule beaucoup. Trouver du sens entre ces manières d'agir, ces témoignages du monde d'aujourd'hui. Parce que il dit, si on ne trouve pas le chemin, il va y avoir un problème, c'est qu'on risque le repliement ou la pensée unique. Et il avait très peur de cette manière dont on pouvait se replier dans un monde qui était complètement éclaté parce qu'on ne trouvait plus de sens. Et on trouvait l'autre comme étant un danger, donc alors il y a un repliement. Puis il y a aussi l'idée de, finalement, dans ce repliement, de proposer une pensée unique qui puisse devenir aussi mondiale. On le voit bien avec certaines musiques, certaines manières de fonctionner, les économies libérales qui se trouvent aussi bien aux États-Unis qu'en Chine aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une sorte de globalisation, entre guillemets, peut-être néfaste, contre la diversité du monde dans lequel on vit. Et puis il disait, voilà, si vous arrivez à donner du sens, à trouver des passerelles, alors là, c'est la manière de pouvoir témoigner au mieux de cette diversité de notre planète dans laquelle on vit. Et je pars toujours du principe, j'ai vécu en tant qu'enfant, j'ai vécu dans un village dans lequel il y avait autant de... C'était la grande période où il y avait des émigrés italiens, d'une part, aussi des émigrés, entre guillemets, flamands, qui étaient en Wallonie. Mes parents, ma mère est flamande, mon père est wallon d'ailleurs, qui vient aussi déjà de cette hybridation à la belge. Et... donc, par conséquent, ce qui était très intéressant, c'est que mes amis étaient italiens, flamands, et puis du village francophone. Et quelque part, on apprenait à s'écouter d'abord. Et on n'acceptait pas nécessairement tout. C'est-à-dire, on se rendait compte que la personne qui était face à moi était autre aussi. Et donc, par conséquent, elle pouvait avoir des idées, des manières de penser qui étaient les siennes et auxquelles j'adhérais pas nécessairement. Mais c'est sa vie, c'est pas ma vie, je n'ai aucun problème avec ça. Chacun vit sa personnalité, son être. Mais par contre, ce qui était fantastique, c'est qu'à un moment donné, il y avait des choses que je ne connaissais pas qui me bouleversaient. Et que finalement pouvaient rencontrer ces choses de ma propre culture qui me bouleversaient aussi. Et là aussi, il y a un sujet de rencontre. Je dis souvent par rapport à la culture, les cultures transpirent. Les cultures sont des objets complexes et il y a des atomes qui s'envolent. Elles transpirent de ces atomes et les atomes finissent par se recombiner entre différentes cultures. Et ça donne aussi ces émergences à la Morin. Ça donne quelque chose de nouveau. Mon épouse est japonaise. Je vous assure, c'est pas facile de vivre avec une japonaise. C'est au jour le jour. Pourquoi ? Parce qu'elle a une culture qui est différente de la mienne. Et je l'adore comme personne. Et il y a des choses que j'admets pas dans sa culture. Mais je ne vais pas couper les ponts. Au contraire, qu'elle continue à penser. C'est sa culture, c'est son identité. Et je respecte son identité. Maintenant, elle ne m'impose pas son point de vue. Donc, par conséquent, nous vivons en symbiose. Et elle me fait partager, par contre, tous ces atomes qui font que ma vie est extraordinairement démultipliée. Cette ouverture, cette rencontre, cette sensibilité nouvelle, ça, c'est extraordinaire. Et chacun, évidemment, reste sur ses positions sans velléité. Je suis japonais et donc par conséquent j'ai une certaine manière de penser et reconnaissons le droit de cette manière de penser. Parce que si on réfute, c'est là où les conflits apparaissent.
Je crois que c'est justement c'est ce qui se passe dans le monde. C'est respectons les cultures, mais n'imposons pas une culture à quelqu'un d'autre. C'est une histoire personnelle, c'est une histoire individuelle. Et puis la société, c'est finalement c'est cette manière dont on peut arriver à se rencontrer et de trouver des objets de rencontre, des moments de rencontre. Et ma musique fonctionne sur cette idée. Il existe des choses et il y a des lieux de rencontre et des émergences qui peuvent à ce moment-là apparaître du fait de ces lieux de rencontre. Claude, nous repartons en voyage vers l'Orient et principalement vers la Chine avec un instrument assez particulier, c'est le hérou. Je voudrais te demander comment... Je crois que tu dois mettre un peu l'image du hérou comme ça, et parce que j'ai vu que tu es... Voilà. Alors voilà, je vous signale que ça ne se prononce pas hérou, ça se prononce... Alors, ça c'est l'horreur. Hein. Vous savez que le chinois est une langue à ton, donc comme disait Wen Deqing, c'était très amusant, parce que hier il disait, moi je m'appelle Wen... Mais il dit, il ne faut surtout pas dire Wen ou bien Wen, parce que ça veut dire quelque chose de complètement différent. Surtout pas Wen, parce que ça devient osé. Alors, donc les langues à ton sont très complexes, évidemment. Moi, j'ai essayé de comprendre un peu le chinois. Je crois que j'abandonne, je vais rester au japonais, qui est un peu plus simple au niveau de l'articulation de la langue, bien que le japonais est aussi une langue à ton déguisée, sans qu'ils disent qu'il n'y a pas de ton. Mais ça se prononce, sinon, hu. Voilà. J'en suis loin. En plus, le H, c'est entre le F et le H, donc c'est simplement l'air qui traverse à travers les lèvres. Donc, et donc ça vient, ça descend, ça veut dire deux, c'est les royaumes de l'Asie centrale, donc c'est les barbares, entre guillemets. Donc c'est les deux cordes qui viennent du pays barbare. C'est un instrument qui est d'origine d'Asie centrale, en fait des cavaliers mongols, qui a été récupéré dans les différentes cultures indonésiennes et arabes aussi, hein, c'est le rebec. Et d'ailleurs, c'est de là que vient l'archer, de l'Asie centrale, qui est venu par les croisades, qui est arrivé chez nous. Ce qui m'amuse, Claude, c'est que je n'ai pas encore posé ma question. Mais on parle d'hybridation, on parle de culture. En voilà une belle. C'est un instrument qui vient d'Asie centrale, des cavaliers. C'est pour ça que l'archet se trouve entre les cordes. Et puis cet archet, par les croisades, va arriver en Europe. Et on s'est récupéré. Et c'est de la vielle européenne qui naît. Et c'est notre violon avec notre archet. Voilà. Mais ça vient d'Asie. C'est une hybridation, de nouveau. C'est une rencontre, en tout cas, de culture. Et donc, j'en viens à ma question sensiblement modifiée avec tout ce que tu viens de nous dire. Mais le fait est de comprendre d'abord comment tu as été attiré par cet instrument et comment tu es parvenu à vouloir effectivement le mettre dans une forme à la fois classique, mais pas classique. Alors que toi, tu es compositeur, comment tu intègres cet instrument très particulier du folklore chinois dans notre propre culture occidentale? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, par rapport, quand j'étais à Shanghai, j'étais quand même très très surpris par rapport à ces instruments traditionnels chinois. C'est que finalement, ces instrumentistes ont un répertoire traditionnel, évidemment très, très riche, mais ce sont des instruments qui ont des possibilités de timbre incroyables. Ils ont une richesse fabuleuse que n'ont pas nécessairement tous les instruments, je dirais, occidentaux. C'est-à-dire, il faut savoir quand même que les instruments occidentaux, traditionnellement, quelque part, ils ont perdu de leur qualité pour s'adapter à la salle de concert. Si vous prenez le piano forte de l'époque de Mozart, c'est beaucoup plus riche en timbre, en couleurs. Chaque note a son identité. Et finalement, pour la salle de concert, les salles de concert sont devenues de plus en plus grandes, et on a essayé d'uniformiser le timbre du clavier du piano de Mozart ou de Beethoven. Donc finalement, toutes les notes sonnent relativement bien équilibrées, c'est puissant, etc. Un piano de Mozart, c'est pas puissant, mais bon Dieu, un piano du XVIIIe siècle qui a été restauré, chaque note a une couleur fantastique. C'est la même chose pour ces instruments. Et ce sont les instrumentistes de musique traditionnelle sont les personnes les plus ouvertes en matière de musique contemporaine. Parce que comme ils n'ont pas un répertoire classique, comme nous avec Haydn, Mozart, Beethoven, etc., ils ont le répertoire traditionnel, mais ils se rendent compte qu'il y a des compositeurs aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Et donc par conséquent, ils sont extrêmement demandeurs de création contemporaine. C'est la raison pour laquelle en Chine, il y a un répertoire très important de musique contemporaine destiné à ces instruments. Ce n'est pas le cas pour la musique chinoise, la musique japonaise, c'est encore un autre contexte. Mais parce qu'au Japon, les instruments traditionnels ne sont pas vraiment l'apanage de la culture, c'est-à-dire c'est vraiment l'élite qui écoute les musiques traditionnelles japonaises au Japon. Tandis qu'en Chine, c'est pour tout le monde.
Et donc, par conséquent, eux demandent pour faire de la musique contemporaine. Très intéressant, justement, par rapport à cette démarche pour aller vers la musique contemporaine. Parce que grâce à ces instruments, ils amènent le public vers la musique contemporaine. Ça, c'est une chose. Et donc, par conséquent, quand je suis allé à Shanghai, j'ai entendu... on m'a invité pour un concert de Shanghai Symphonia, l'orchestre symphonique de Shanghai, et il y avait un concerto de Erhu avec une personne qui m'a bouleversé. J'étais vraiment, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai entendu cet instrument. Je trouvais ça magnifique, c'était superbe, c'était bouleversant, et ça me ramenait par rapport au timbre, au travail que j'ai fait sur le duduk. Il y a quelque chose de similaire, c'est un instrument qui est assez nostalgique, qui a des comportements de timbre qui sont assez proches finalement de celle du duduk, mais le duduk est un instrument à souffle et ça un instrument arché. Mais je retrouvais des qualités et ça me touchait d'autant plus évidemment. C'est un instrument qui nous parle de la sensibilité évidemment, c'est un instrument qui est fort lié à la poésie d'ailleurs, et donc par conséquent il y a une dimension littéraire, dramatique qui est derrière cet instrument, et j'étais complètement bouleversé. Je me suis dit voilà, j'ai envie de faire quelque chose avec cet instrument, et avec surtout cet instrumentiste aussi qui m'a bouleversé. Et donc par conséquent j'ai demandé il y a eu cette opportunité extraordinaire, c'est Jean-Pierre Rousseau. Quand je suis revenu de Shanghai, Jean-Pierre Rousseau me dit « Ah, mais je organise un festival qui s'intitule Les Orientales en 2014. Et donc, par conséquent, j'aimerais bien que tu écrives une pièce nouvelle pour orchestre. » Ah bon, j'ai dit ah, ça m'intéresse beaucoup. Dans quel cadre? Il me dit voilà, il y aura un concerto pour violon de Brahms avec un violoniste de la partie russe orientale, et pour le thème évidemment, et puis ta pièce. Je dis alors j'ai une proposition fantastique, faire une opposition de cordes. Moi je te propose une joueuse de Erhu chinoise qui va jouer mon concerto, et puis comme ça on aura un instrument chinois confronté à un instrument occidental. Il dit waouh, super idée, je prends. Et voilà, ça a été lancé, j'ai pu écrire ce concerto. Dans le processus d'écriture, ça se passe comment? Tu ne joues pas cet instrument, j'imagine, même si tu es très curieux. En fait, c'est assez amusant parce qu'il y a un instrument comme ça qui existe en Indonésie, qui est le rebek, qui est un dérivé donc, de cet instrument qui fonctionne à peu près sur les mêmes modalités, 2 cordes. Et donc, j'ai étudié le gamelan à Yogyakarta pendant 1 mois et demi, à Java. Et donc, par conséquent, j'ai étudié un peu cet instrument. J'ai un instrument comme ça chez moi. Donc, c'était très pratique pour tester certaines choses. Et puis, de toute manière, ce concerto, je l'ai composé en envoyant. J'étais en contact permanent avec la joueuse de Erhu. Donc, je lui ai envoyé des choses. Elle me disait, mais tu es fou, tu ne peux pas écrire des choses pareilles. Il faut changer. Puis, je lui disais, oui, mais est-ce qu'un truc comme ça, on ne peut pas le faire? Puis, elle me dit, ah, mais j'ai une solution à te proposer. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, on a travaillé de manière assez proche pour élaborer petit à petit la partition de manière à ce que ça lui convienne totalement. C'est comme Brahms finalement. Vous savez que Brahms, globalement, il a travaillé avec Joachim, et c'est Joachim qui lui a dit il faut travailler comme ça, comme ça, comme ça pour le violon. Et la première mouture du concerto de Brahms était injouable, tout simplement. Donc c'est la même chose. J'ai donné quelque chose de totalement injouable. Et puis elle m'a dit mais voilà, ça va rendre la chose jouable. Et petit à petit, ça s'est mis. Et quant à la relation, alors la forme classique, oui, mais ce qui m'intéressait, c'est de partir. Moi, je parle souvent des qualités. Je parle d'une qualité, d'une part, et de se dire quelles sont les qualités de l'instrument qui vont conditionner la forme. La forme, pour moi, c'est finalement découvrir les qualités de cet instrument. C'est pas une forme, je dirais, ABA, sonate, etc. Non, c'est une forme qui va d'abord de parler de la qualité et des émotions. Et c'est là où je me suis rendu compte que je rejoignais la pensée aussi asiatique, fortement la pensée asiatique, c'est que finalement, en Occident ou en Europe, on a beaucoup travaillé sur des concepts, en fait. Et on travaille, peut-être, la musique contemporaine a travaillé de plus en plus sur les concepts, et on en a oublié un peu la narration. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, quand Haydn écrit une symphonie, Haydn, qu'est-ce qu'il nous parle dans cette symphonie? Il dit, voilà, j'ai un thème, et ce thème, c'est une personne. Et cette personne, comme c'est à l'époque des Lumières, cette personne doit s'émanciper, elle doit évoluer. Et une symphonie de Haydn, finalement, c'est l'émancipation de cette personne. C'est pour ça qu'on dit Haydn, il n'y a jamais qu'un seul thème et c'est toujours le même thème qui revient. C'est une personne qui évolue et il rencontre des choses et ça le fait évoluer. C'est une narration, c'est une histoire que Haydn raconte. Et finalement, le XXe siècle a oublié de raconter des histoires pour aller vers le concept en disant c'est un son qui va se transformer, qui va devenir telle chose avec des rythmes extrêmement... Et on a des logiciels maintenant très complexes pour faire des rythmes très complexes. On en est arrivé à des formes de complexes qui ont oublié les histoires.
Par contre, si vous allez en Chine, ça marche pas du tout. Les Chinois ont besoin d'histoire. Toute la musique chinoise, même la musique contemporaine, est une. Toutes les œuvres sont des histoires. Elles racontent quelque chose. Elles sont narratives. Je peux faire une petite anecdote justement par rapport à cette idée d'histoire. J'ai été du jury au Conservatoire de Paris récemment pour l'entrée en composition. Et globalement, les étudiants présentent leurs œuvres et puis ils viennent discuter. Mais voilà, j'ai choisi tel motif et puis je le transforme. Donc ils vous parlent comment ils composent. Et puis est arrivé un compositeur chinois et on voit la partition, très intéressant la partition. Tiens, finalement, comment vous avez composé cette pièce? Alors on a dû vraiment se retenir, c'était extraordinaire. Il dit, ah mais ça c'est une expérience que j'ai vécue. Ah bon? Oui, c'est l'expérience du dentiste. Dentiste. Il dit, voilà, vous voyez cette partition, ça commence là un peu. Il dit ça. Et puis boum, boum, boum. Il dit ça. C'est mon cœur, j'ai peur. Et puis alors je m'assieds sur la chaise et vous voyez, à un moment donné, il y a un instrument qui. Ça, c'est la fraise du dentiste. Et puis alors, après la fraise arrive et puis ça y est, et là, vous voyez l'orchestre. Et c'est. J'ai mal. Voilà. Il a raconté toute la forme musicale de cette manière-là. C'était sa manière d'imaginer. Alors c'est pas évident parce que d'autres professeurs, moi je trouvais la musique très bien, mais les autres professeurs du conservatoire qui étaient là, qui ont vu cette chose-là, on dit c'est pas possible. Et, en fait, ils ne comprennent pas la pensée. Certains compositeurs occidentaux ne comprennent pas cette pensée chinoise de la narration. Il faut s'en tenir à la musique. Évidemment, voilà, encore une chose. Pour certains compositeurs du Conservatoire de Paris, je ne vais pas être méchant avec eux, je les adore, c'est des gens que j'aime bien, mais il y a aussi une dimension très, très intellectualisée qui existe dans la musique. Et donc, ils se retrouvent face à une personne qui n'a pas cette dimension intellectualisée. Ils vont dire, ah, on ne peut pas prendre cette personne. Voilà, ça c'est sa manière de penser. Il vit comme ça, c'est sa narration. Regardons la musique qu'il propose. Et puis, si la musique est fantastique, prenons cette personne et puis en discutons avec lui sur ce qu'on peut échanger. Voilà cette idée de narration. Et donc, pour revenir à ma musique, eh bien, c'est une narration aussi. J'essaie d'inventer des histoires. Je me suis rendu compte que c'est là où je suis sur la longueur d'onde. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup la musique asiatique, parce que j'aime bien raconter des histoires dans ma musique. Alors, précisément, à raconter des histoires, tu évoques la narration dans un schéma de composition. Sans vouloir te coincer, je voudrais quand même te demander quel est l'aspect mélodique dans cette narration. Parce que nous, classiques occidentaux, en tout cas jusqu'à l'arrivée de la musique contemporaine, qui est assez large, on se raccrochait justement à ce schéma A-B-A avec une grande mélodie qui était reprise, que ce soit à l'orchestre ou à l'instrument solo. Ici, on en est où dans cette mélodie narrative? Oui, j'ai envie de dire, quand on regarde l'histoire de la musique, il n'y a pas que des mélodies. D'ailleurs, si vous prenez Beethoven, on dit souvent Beethoven, vous savez, les critiques de l'époque de Beethoven, c'était Beethoven ne sait pas écrire des mélodies. Mais malgré tout, ça touchait quand même. Donc, et c'est vrai que Beethoven ne sait pas écrire des mélodies. Écouter son opéra, c'est pas terrible au niveau mélodique, mais qu'est-ce que c'est touchant, qu'est-ce que ça parle. Donc, la mélodie n'est pas l'apanage, je dirais, de la musique. C'est pas l'exclusivité de la musique. D'ailleurs, vous avez des pièces extrêmement virtuoses, et là, vous voyez, on écoute des études transcendantes de Liszt dans lesquelles il n'y a pas une seule mélodie, et on dit waouh, c'est fantastique. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Hein. Moi, je pense. En termes musicaux, je pense plus en termes de sens, d'écoute, de la sensibilité, et surtout en termes d'énergie. Je crois que c'est ça qui touche les personnes. Et là, je reviens aussi à l'Asie, dans le sens que là où nous, on compose avec des notes et puis des qualités acoustiques, etc., quand vous discutez avec un compositeur asiatique, lui, il va plutôt vous parler d'énergie. Comment je sens l'énergie dans ma communication avec l'autre? C'est-à-dire, on peut très bien faire... Et d'ailleurs, il y avait une pièce de percussion qui avait été travaillée avec un étudiant du conservatoire. Et puis, Wen Deching, le compositeur invité, disait « Ah, mais il ne faut pas jouer comme ça !» Parce que l'étudiant jouait bien les notes. C'était fantastique ce qu'il jouait. Mais il disait « Mais tu as complètement oublié l'énergie qui relie un événement à un autre. » Et il dit par conséquent, essaie de trouver l'énergie que tu produis, le geste énergie et le transfert d'énergie vers l'autre geste et hop, et arriver à jouer cet autre événement dans un prolongement énergétique, dans un prolongement du geste. Et c'est vrai que quand vous entendez ça, c'était transfiguré, c'était magnifique. Et là, vous êtes bouleversé. Donc, plutôt que parler de termes de mélodie, parce qu'il y a tellement de mélodies qui sont mal faites, donc c'est vrai que la mélodie, bon, on a envie de se raccrocher, mais
j'ai envie de dire, ce qui vous touche aussi, c'est l'énergie avec laquelle on dit les choses. C'est comme dans la parole, comme quand vous discutez avec quelqu'un. Si vous avez quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais sans intention, finalement, c'est pas intéressant. Vous pouvez avoir des gens qui vous disent des mots très simples, mais avec une intention extraordinaire. Et alors, on se dit, waouh, je suis touché, il y a quelque chose. Donc, l'intention est importante, si pas parfois plus importante que simplement le sens premier des choses. Donc, la mélodie, ça peut être le sens premier. L'intention, c'est le sens réel, évidemment, des choses. On va s'écouter un extrait de cette création. C'était en février dernier à Liège. Première donc, avec l'orchestre de Liège et Christian Armin, je pense, à la direction, c'est bien ça. Oui, je vais essayer de prendre un petit extrait dans lequel il y a des mélodies, justement. Ce que je peux trouver, peut-être. Ouais. Ah oui, un petit peu avant, voilà.
J'aimerais justement dire quelque chose par rapport à cette idée d'énergie et par rapport à la mélodie dont tu parles. L'intention, la manière dont on dit les choses. Par exemple, par rapport à cet instrument, comme tous les instruments, il y a ce qu'on appelle des positions confortables. C'est un instrument traditionnel, ou le violon, hein, si je fais sol, la, si, do, ré, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, c'est bien, c'est très confortable pour l'instrument. Mais si un violon fait la bémol, si bémol, joue un peu chromatiquement parlant, enfin, je parle pour les musiciens, mais ceux qui ne sont pas musiciens, c'est pas grave, c'est simplement de se dire qu'il y a une position confortable, et puis il suffit de bouger un tout petit peu et la position devient très inconfortable. Ça fonctionne moins bien, on est beaucoup plus mal à l'aise. C'est la même chose pour cet instrument. Il y a des mélodies qui s'inscrivent dans la tradition, si vous voulez, et donc il y a des positions confortables pour jouer. Et puis il y a des notes qu'on peut écrire, mais qui ne sont pas très bien, qui sont un petit peu à cheval sur la manière dont on se positionne habituellement. Et donc une bonne partie des mélodies du début, par exemple, sont justement écrites dans ces positions inconfortables. C'est intentionnel, c'est-à-dire le son n'est pas bien projeté en réalité. Le son, c'est un peu comme si vous avez un son un peu comme ça, quand vous avez une position inconfortable. Votre son un peu tendu. Et puis petit à petit dans la pièce, les mêmes mélodies vont revenir un peu transformées, mais elles vont de plus en plus aller vers des positions confortables. Ce qui veut dire que dans l'intention, c'est comme si vous aviez une mélodie qui fonctionne comme ça, une mélodie qui fonctionne comme ça, une mélodie qui fonctionne comme ça. Et à la fin de la pièce, la mélodie, elle fonctionne avec une voix instrumentale tout à fait agréable. Pourquoi ? Parce que j'ai tiré profit évidemment des qualités instrumentales. Et là, vous avez l'impression que c'est la même mélodie, mais ça change un peu et ça va donner une autre intention, une autre expressivité. Si je te comprends bien, c'est un cheminement de la crispation à la détente. Exactement, et c'est pour ça que ça raconte une histoire. Parce que mon idée, c'est aussi l'histoire de l'individu qui rencontre des choses et rencontre des événements, et petit à petit, il essaie de trouver un chemin dans ces événements qui le bousculent, et il trouve une forme d'apaisement par rapport à cette manière de penser le monde dans lequel il s'inscrit. Nous avions commencé ce rendez-vous en évoquant les journées chinoises qui se terminent ce soir. Il y avait un concert hier dont tu as déjà un extrait que tu voulais nous passer. Oui, en fait, donc, de nouveau, ça parle évidemment de cette manière dont les compositeurs imaginent, les compositeurs chinois imaginent finalement la rencontre. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour un compositeur chinois, le concept, c'est vraiment secondaire. C'est de l'artisanat, etc. Donc, c'est d'abord l'histoire, c'est d'abord la poésie, c'est d'abord la rencontre aussi des instruments avec d'autres instruments ou d'autres pensées, la pensée chinoise avec la pensée occidentale. Et j'avais envie de vous faire entendre un petit extrait ou peut-être la pièce dure 5 minutes, justement dans le cadre de ces rencontres que j'ai proposées. Donc hier à midi, il y avait un concert avec des étudiants du conservatoire qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et j'avais proposé évidemment à certains de ces étudiants de rencontrer des instrumentistes traditionnels, justement chinois, pour jouer des pièces des compositeurs chinois. Et donc Wen Diqing avait écrit notamment une pièce pour pipa, qui est un luth finalement chinois, et quatuor à cordes. Et donc nous avons initié cette rencontre qui s'est révélée finalement magnifique, qui s'est révélée très très porteuse. Par rapport à Wen Diqing, justement, et cette idée d'intention et cette idée d'énergie, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est quelqu'un qui adore la calligraphie. Et toi aussi. Oui, mais lui, il est calligraphe. Et justement, pendant le premier concert, celui de jeudi, il y avait des musiciens qui jouaient, ils faisaient de la calligraphie en direct. C'était fantastique, c'était merveilleux. Et il me disait qu'il pensait souvent à la musique en termes de calligraphie. C'est-à-dire, comment on tient un pinceau, le geste du pinceau, finalement, sur la toile ou bien sur le papier de riz, finalement correspond à un geste d'une forme mélodique, justement, avec peut-être aussi la difficulté ou la sensibilité du maniement de ce pinceau qui se retrouve dans le maniement, dans l'instrumental. C'est très beau la manière dont il parle de la calligraphie en relation avec son instrument, ou sa manière de penser les instruments. Et d'autre part, cette idée de la calligraphie, de nouveau, ça ramène à quelque chose que moi j'aime. Voilà, il est allé rechercher des vieilles choses. Noël est allé rechercher des peintures. J'ai fait les beaux-arts, en fait. Et donc, en même temps que la musique. Et par rapport à la peinture, je m'intéressais beaucoup justement à l'implication comment le geste
finalement s'inscrit dans l'espace et dans la matière. Par exemple, une bonne partie des peintures sont faites avec mes doigts. Et donc, par conséquent, je prenais la peinture sur le bout des doigts et puis je travaillais le geste de manière à ce qu'on puisse ressentir finalement dans l'aspect graphique, finalement, le geste qui a été pratiqué. Ça rejoint assez fort finalement à la pensée de type calligraphique. Et aussi avec cette idée de l'espace, comme disait Wen Deqing, on sait parfois quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on finit. Et c'est la même chose avec un geste de ce type-là. C'est-à-dire, je prenais de la peinture, je commençais le geste, mais je ne savais pas quand est-ce qu'il allait finir. Il finit quand il n'y a plus de peinture, il n'y a plus que les traces résiduelles finalement de la peinture sur les doigts, et puis ça s'évapore dans l'espace et dans le temps. Donc ça se retrouve aussi dans sa musique. Et par rapport à l'aspect graphique, chose aussi extrêmement intéressante, il y a un traité, par exemple, de peinture chinoise du XIIe siècle par un moine qui s'appelle Citrouille amère. C'était un nom métaphorique, évidemment. Mais il disait cette chose-là, ça a été traduit en français. Et il disait cette chose que, oui, dans la peinture, c'est bien de représenter, mais représenter, on le voit. Ça, si tu représentes un arbre, l'arbre, finalement, ton arbre sera toujours moins bien fait que l'arbre que tu vas tenter de représenter. Non, ce qui est intéressant, ne représente pas l'arbre. Peint l'arbre, mais ne représente son énergie. On en revient à cette idée. Hein. C'est une idée que nous, Européens, ne sommes pas nécessairement on n'est pas très attentifs. J'ai envie de dire, philosophiquement d'ailleurs, il y a des grands débats par rapport à l'art, par exemple. Comment on aborde l'art? Il y a simplement deux positions philosophiques. C'est-à-dire, il y a une position d'aborder l'art par l'intelligibilité, par la pensée. C'est Platon qui nous disait, il y a un idéal qui se trouve là. Et par la pensée, on peut tenter d'approcher cet idéal. Et donc, il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent avec le fait qu'il existe un idéal, et il faut penser cet idéal. Et on en est dans des musiques qui sont de musique de la pensée, comme Webern, comme je sais pas, beaucoup de compositeurs allemands, Hans-Peter Kiburz, etc. Beaucoup de compositeurs allemands aujourd'hui fonctionnent selon ce modèle. Pensons le monde. Et puis essayons de l'intégrer dans notre écoute, si on est. Et puis il y a d'autres compositeurs qui disent profitons de ce qu'on écoute. Je pars de ce que j'écoute et j'ai cette expérience de mes sens. C'est Kant qui parle aussi de la sensibilité, notre jugement qui est justement influencé par notre sensibilité, notre manière d'appréhender le monde avec nos sens. Et puis, à partir de cette manière d'appréhender le sens, il y a aussi dans la philosophie les empiristes, c'est-à-dire on découvre le monde uniquement avec les sens. Il y a des compositeurs qui écoutent avec les sens. Feldman composait au piano, et donc avec son oreille. Il n'y a pas de système. Il compose au piano, c'est beau, hop, il le met dans la partition. Voilà, il n'y a pas de système. Webern, do, ré, do dièse, un intervalle, il compose avec la pensée. Donc il y a deux manières de fonctionner. La seule chose, c'est quand les philosophes parlent du monde sensible, ils parlent toujours de nos 5 sens. Et ce qui est formidable en Asie, et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'en Asie, on parle beaucoup du 6e sens, et qui est un sens tout aussi important, justement, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et donc, j'ai envie de dire, ils nous apprennent aussi à cette énergie que l'on ressent, c'est l'énergie du monde, c'est l'énergie cosmique, c'est cette énergie, justement, du 6e sens, qui participe dans la manière dont beaucoup d'artistes, justement, chinois ou japonais, je pense à Toshio Hosokawa, par exemple, qui parle très peu de système de composition, mais il y a la résonance du monde dans lequel il vit. Et il travaille sur cette résonance, sur cette manière dont il vibre à cette résonance. C'est très difficile. Hein. D'ailleurs, un cours de composition en Chine, et encore plus au Japon, c'est le professeur de composition ne dit rien à l'étudiant. Il regarde la partition pendant 1 heure, et puis après il dit « ça vibre » ou « ça vibre pas ». Donc il faut recommencer. Donc c'est pas évident hein, pour les compositeurs. Donc voilà, c'est cette énergie, ce travail sur cette vibration du monde qui nous environne. On la retrouve dans cette musique que je vous propose de Wen Deqing, donc une pièce de nouveau Wind and Snow, le vent, la neige, c'est très poétique et de nouveau ça nous parle du monde qui nous environne et la manière dont nous participons justement dans ce même monde. Et c'est une très belle pièce, une très belle expérience entre des étudiants, 4 étudiants de Quatuor à cordes du Conservatoire de Mons qui jouent avec cette joueuse de pipa qui fait partie du Shanghai Sinfonietta, qui était d'une gentillesse avec eux, et c'est aussi un échange fantastique pour ces musiciens et pour tout le monde d'ailleurs. Je vous propose d'écouter un extrait où ça dure 5 minutes, peut-être en entier, de cette œuvre très très belle.
Un vent frais finalement sur la musique contemporaine grâce à ces sonorités venues d'ailleurs. Moi, ce que je trouve justement passionnant, c'est que ça renouvelle finalement la manière dont on pense la musique d'aujourd'hui. Et grâce au monde, justement, il y a d'autres parfums qui viennent à nos oreilles. Ce qui est surprenant aussi, c'est de pister les identités des uns et des autres. Ce qui est formidable, par exemple, pour ces jeunes musiciens, on parle d'hybridation, c'est ces jeunes musiciens qui ont rencontré cette joueuse de pipa. Évidemment, il y a des techniques très particulières du pipa que le compositeur a imaginé mettre aux instruments. Et quand les instrumentistes avaient travaillé avant l'arrivée de la joueuse de pipa, ils ne comprenaient pas très bien quel genre de gestes ils devaient avoir. Quand ils ont vu la joueuse faire ces gestes, et c'est très virtuose ce qu'elle fait, ils se disent, ah, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est fantastique. Et alors ils ont commencé à reproduire ces gestes qu'ils ont vus, qui ne correspondent absolument pas à des gestes de musiciens traditionnels occidentaux, pardon. Et donc par conséquent, ils ont découvert quelque chose, ils ont appliqué ça à leur instrument, et ça donne des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre évidemment dans un quatuor à cordes. Claude, on pourrait encore parler pendant des heures de l'hybridation. Il y a un aspect qu'on n'a pas tout à fait abordé, c'est l'apport de la technique, l'apport des musiques électroniques dans cette forme d'hybridation. Tu y goûtes aussi. On en a parlé avec la pièce. C'est vrai, au tout début, mais on n'a pas vraiment parlé du matériau utilisé et de la manière dont on procède. Ce sera peut-être pour une autre rencontre qu'on pourra organiser ici. Nous allons tout doucement conclure cette rencontre-ci. Je peux peut-être juste terminer par rapport à ce dont tu parles, c'est simplement de se dire que oui, c'est vrai qu'il y a l'autre qui est très loin, mais il ne faut pas oublier l'autre qui est très près. Je me souviens par rapport à Altra Cosa, justement, quand je me suis occupé du festival Ars Musica qui portait ce titre, Altra Cosa, j'avais une grande discussion justement avec différentes personnes et on se disait que finalement, il y a peut-être aussi ce paradoxe, c'est qu'on est parfois très proche de l'autre qui est loin, mais on est parfois très loin de l'autre qui est très proche. Et donc, par conséquent, dans ma musique, elle n'a pas d'a priori par rapport à cet autre, qu'il soit loin ou qu'il soit proche. Et je crois qu'il faut écouter tous les autres qui sont près de nous et qui sont là pour nous enrichir. La musique contemporaine s'est coupée. C'est peut-être la seule fois dans l'histoire de la musique, d'ailleurs, entre 1950 et 2000, si j'ose dire, ou 1980, pendant 30 ans, la musique contemporaine s'est coupée de la musique populaire. Et donc,
L'autre, c'est aussi ce qui se passe dans la musique populaire. Et quand on parle d'électronique, évidemment, il y a la musique traditionnelle ou populaire. Là aussi, il y a des concepts à réfléchir. Mais il y a aussi la musique populaire de notre temps, de notre époque, dans nos propres contrées. Et donc, par conséquent, je m'intéresse beaucoup aussi aux musiques pop, voilà, aux musiques rock, tout ce qui existe dans les autres milieux, finalement. Et de se dire comment, de la même manière que l'univers chinois a quelque chose à me dire, la musique pop, de toute manière, moi je suis venu à la musique classique par la musique pop, je dois avouer ça. J'écoutais plus Deep Purple ou Pink Floyd quand j'avais 18 ans que Jimi Hendrix, que les Beatles, que Beethoven. Je n'aimais pas Beethoven à 17 ans, donc c'est normal. Mais par conséquent, j'avais perdu un contact parce que j'étais dans le milieu de la musique contemporaine et on ne pouvait pas regarder ces musiques-là. J'ai fait mes études de composition fin des années 70, début des années 80. Musique pop, etc. Non, oulala, c'était Adorno qui disait c'est régressif. On en revient, c'est-à-dire heureusement. Et le fait qu'il y a eu un adoucissement, on a laissé tomber un peu les tabous, ça m'a fait du bien parce que finalement j'allais beaucoup plus vers les musiques traditionnelles quelque part que ma propre musique de mon enfance ou de mon adolescence. Et donc dans les années finalement 2000, j'ai commencé à réintégrer cette musique qui était la musique inscrite au fond de moi-même et aller vers ces musiques justement populaires. Ce qui fait que, par exemple, dans des pièces comme Laps Ensemble, je travaille beaucoup avec du sampling qu'on trouve dans les musiques populaires. C'est quelque chose que j'adore, le sampling. Quitte à utiliser des petits samples qui proviennent des musiques de musique pop. Par exemple, dans Laps, qui est une pièce que j'ai écrite pour un ensemble que j'ai fondé pour instruments acoustiques amplifiés et puis 2 laptops, 2 ordinateurs portables au sein de l'ensemble. Hein. Le but, c'est de faire justement de travailler sur l'énergie et les intentions. Donc les joueurs d'ordinateurs portables sont des musiciens comme les autres, et il déclenche pas mal de samples, il travaille sur les samplings, et dans ce sampling, il y a des extraits de Rihanna, il y a des extraits de Lady Gaga, etc. Des choses, par exemple, que je regarde avec ma fille qui a 18 ans, que je trouve parfois très très intéressant. D'ailleurs, je n'ai pas envie de nouveau de parler en termes de régression par rapport à la musique populaire. Je crois que dans la musique pop aujourd'hui, il y a évidemment des impératifs commerciaux, mais il faut parfois regarder un peu en deçà de ces impératifs commerciaux. Et il y a des choses très intéressantes. C'est-à-dire, j'ai invité par exemple au Conservatoire de Paris un ami qui travaille sur la musique de Justin Timberlake et puis de la musique de Britney Spears. Fondamentalement, c'est pas une musique que je trouve intéressante, mais il a montré comment ça fonctionnait. C'est bluffant. C'est plus complexe que ce que peut faire un compositeur de musique, de musique électronique ou un compositeur d'orchestre. C'est incroyable la complexité de cette musique. Je n'en étais absolument pas conscient. Mais en prendre conscience, c'est génial parce que ça me dit waouh, je peux utiliser cette connaissance. De nouveau, c'est cet atome nouveau. Je peux l'utiliser, ça me bouleverse. Je peux faire quelque chose avec ça. Et j'ai envie de faire quelque chose avec ce que je viens de découvrir à propos de la manière dont fonctionne Justin Timberlake ou bien Britney Spears. Parce que c'est riche d'enseignement, parce qu'il y a quelque chose ça me parle. Maintenant, le problème du message. Le problème du message, le message ne me parle pas peut-être autant. Il y a d'autres musiciens de musique pop qui me parlent beaucoup plus que Timberlake et que Britney Spears. Il y a des gens beaucoup plus passionnants. Donc voilà, je vois qu'un petit extrait. On va essayer. Listen to the voice.
Ça se trouve sur YouTube, hein, si vous avez envie. Tout est sur YouTube. Voilà. Moi, je suis de la génération. Je suis souvent avec ma fille et on parle de vidéos, on parle de choses. Donc, j'écoute beaucoup YouTube. Je trouve que c'est un outil fantastique parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas entendre ailleurs. Donc, même par rapport à la musique contemporaine. Donc, et j'utilise pas mal. Il y a une pièce, par exemple, qui s'appelle La Terre sans mal, qui parle des Indiens, des conditions des Indiens au Brésil, parce qu'il y a aussi un petit génocide là-bas qui se passe dont on ne parle pas. Par exemple, j'ai pris une interview qui est sur YouTube de ces Indiens et je les ai retravaillés et c'est tous les éléments de cette interview qui se retrouvent dans une pièce pour ensemble et musique électronique. Donc j'ai envie de dire, YouTube aussi a quelque chose à nous dire dans son universalité aussi. Avant de conclure, je voudrais peut-être vous laisser la parole à vous, public. Si une question vous taraude, c'est bien sûr le moment. Soyez pas timide. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. On va donc conclure. Peut-être un dernier mot sur ce qui va se passer ce soir au Sangor. Donc ce soir au Sangor, c'est un concert donc, du Shanghai Sinfonietta, mélange d'instruments traditionnels et instruments européens, avec aussi un mélange de musique contemporaine et de musique traditionnelle. Chinoise. C'est un beau mix, en tout cas, c'est quelque chose d'assez touchant, c'est vraiment bouleversant. C'est des musiciens fantastiques, je vous dis tout de suite, ils sont géniaux, vraiment. Et ensuite, il joue une de mes pièces, donc, qui est un écho, c'est mon concerto en fait pour Erhu, que j'ai retravaillé, revu, corrigé un peu comme une forme d'écho. Il y a des choses nouvelles que j'avais écrites dans cette pièce qui sera créée ce soir. Donc, c'est une déformation, si vous voulez, des émotions qui se trouvent dans mon concerto de Erhu pour orchestre et qui est revu, corrigé pour Erhu et petit ensemble. Et je crois qu'on terminera le concert d'ailleurs avec cette pièce. Si vous entendrez des pièces de Wen Deqing, dont on a entendu un petit extrait tout à l'heure, et puis d'autres compositeurs chinois qui sont passionnants à découvrir. Claude Ledoux, un grand merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Quand on travaille avec des instruments traditionnels, sur la musique traditionnelle, c'est quand même une musique orale. Et comment un compositeur peut donner des indications pour des musiciens qui sont habitués avec cette musique, mais qui se transmet de manière orale? Oui, c'est très simple, c'est-à-dire ces instrumentistes qui font de la musique traditionnelle, qui fonctionnent selon un modèle d'oralité, sont maintenant des instrumentistes qui sont aussi formés à la lecture occidentale. Et donc par conséquent, ça ne pose aucun problème, évidemment, par rapport à la joueuse de Erhu, connaît aussi bien, bon, parce que c'est une semi-oralité, c'est-à-dire il y a de l'oralité. Il faut savoir que l'écriture, elle existe aussi depuis des centenaires, des siècles. Hein, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et de toute manière, il y a aussi par exemple, par rapport à l'écriture, il n'y a pas une écriture à l'occidentale, mais il y a des tablatures. Par exemple, même, il y a des tablatures millénaires. Hein. On croit que l'écriture est un apanage occidental, c'est pas vrai. Il y a des tablatures pour les bouddhistes Shōmyō, il y a aussi des écrits pour le Gagaku, qui sont centenaires, etc. Donc il y a d'autres types d'écritures qui existent dans le monde, puisque la musique traditionnelle n'est pas nécessairement de la musique populaire, ça peut être de la musique savante traditionnelle aussi. Et donc, par conséquent, ils ont aussi des formes d'écriture. Et puis de toute manière, comme c'est des musiciens qui veulent aussi s'initier à la musique contemporaine, c'est la même chose au Japon aussi. Hein, ils étudient le système d'écriture. Par contre, il y a plein de techniques de jeu qui sont évidemment difficilement notables. Donc par conséquent, par exemple pour le Erhu, ce que j'ai fait, c'est on m'a transmis des thèses de personnes qui ont travaillé sur ces instruments, où ils abordent l'écriture spécifique pour tel type de jeu qui se trouve dans les tablatures, hein, dans leur écriture à eux. Donc dans ma partition, il y a un mélange d'écriture occidentale et d'écriture chinoise. J'écris même certains... Heureusement, c'est très amusant, parce que comme j'étudie le chinois, ce sont les idéogrammes chinois sont... j'étudie le japonais, et les idéogrammes japonais sont évidemment issus des idéogrammes chinois. Donc globalement, je connais assez bien l'écriture. C'est assez amusant, parce que quand je suis allé en Chine, je n'avais pas trop de problème de me retrouver dans le métro, parce que je retrouvais les mêmes idéogrammes.
Et donc, par conséquent, j'utilise aussi certains idéogrammes chinois dans ma partition pour que le joueuse de Fu puisse se retrouver évidemment par rapport aux techniques de jeu. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez spécifique, mais c'est là l'apprentissage et c'est l'excitation évidemment de la découverte d'autres manières de penser. Encore merci et rendez-vous à 14h pour la suite de notre marathon sur l'hybridation. Merci beaucoup.